Bonjour, bonjour, nous voilà ce mercredi 14 décembre et aujourd'hui nous allons parler du dessin comme l'un des outils de l'art-thérapie au service de l'hypersensibilité. Donc je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Chaque mercredi, j'ai un réel plaisir à vous retrouver, à être avec vous et vous partager un peu de moi, un peu de mes astuces, de mes idées, de mes conseils. Donc aujourd'hui, on va parler donc du dessin. Donc le dessin, bien souvent, on pense que c'est uniquement peut-être dessiner un papillon ou dessiner je ne sais quoi, une plante ou autre. Et en fait, il y a plein de sortes de dessins. Il y a plein de sortes de dessins et on va voir un peu ce que c'est. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc on va avoir le dessin centré, le dessin spontané, le dessin abstrait, le dessin réaliste et éventuellement le dessin humoristique. Donc pour ce qui est du dessin centré, on va avoir donc le dessin centré, qu'est-ce que c'est? Donc comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui va nous centrer, qui va nous permettre d'avoir notre concentration sur quelque chose, qui va nous permettre voilà de quelque part d'oublier ce qui nous entoure, de se concentrer que sur ce que l'on est en train de faire. Donc le dessin centré, voilà, c'est ça, ça va être plutôt un travail de précision. Un peu d'orfèvre. Le dessin centré, c'est quelque chose vraiment, on va se concentrer sur quelque chose et on va y porter toute notre attention et donc oublier tout ce qui nous entoure. Ça va être un peu à l'image de la méditation, de quelque chose qui va nous ancrer, nous apaiser, nous détendre quelque part. On peut penser qu'en étant concentré, on va justement être dans le mental. Eh bien non, le fait d'être vraiment concentré, centré sur quelque chose, ben, le mental, il lâche prise en fait. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il y a comme dessin centré? On va voir le mandala, le mandala que l'on peut réaliser soi-même. Je ne sais pas si vous connaissez le mandala, mais ça va partir de forme circulaire. On va partir d'un centre et autour de ce centre, on va dessiner plusieurs cercles de diamètres différents. Et dans chacun de ces cercles, on va dessiner donc des motifs qui vont se répéter à l'image d'un miroir. Et donc le fait de dessiner ces motifs, de faire en sorte qu'il y ait un effet miroir, que ce soit aussi harmonieux, joli, même si en art-thérapie on ne cherche pas à faire du beau, mais là dans le mandala ça peut être quelque chose qui peut être recherché, que ce soit à travers du motif en lui-même ou ensuite des couleurs que l'on va utiliser. On peut très bien le laisser en noir et blanc, comme on peut le colorier par la suite. D'ailleurs les mandalas sont beaucoup utilisés pour les enfants ou les adultes en coloriage. Donc vraiment le mandala aussi, le réaliser soi-même, ça peut être très intéressant dans ce travail de concentration et de réalisation. Donc, comme je vous le dis toujours en art-thérapie, ce qui importe en art-thérapie, c'est vraiment ce cheminement, ce processus de création. Et donc dans la création du mandala, on va être dans ce cheminement de lâcher prise, de laisser l'inconscient faire, d'être dans autre chose, dans lâcher le mental et dans la méditation. Donc il peut se réaliser ce mandala de façon très très précise, donc vraiment à la règle, limite à la règle, en dessinant vraiment des rayons afin d'être le plus précis possible, avec des traits fins ou plus épais en fonction des endroits. Tout comme on peut, moi j'aime bien l'utiliser plutôt sous cette forme-là, donc toujours avoir ce schéma de partir du centre vers l'extérieur, mais y aller de façon libre, donc sans être forcément dans un effet miroir très précis, très centré comme le vrai mandala, mais dans un lâcher-prise aussi de réaliser ce mandala à l'instinct et de laisser les motifs venir spontanément de façon aérienne et réaliser son mandala libre en fait. Voilà, donc là je m'égare un peu du dessin centré, mais du mandala centré on peut partir sur quelque chose de plus libre, de plus abstrait, de plus aérien. Donc après le mandala, en dessin centré, on va y avoir aussi le zentangle ou zedia. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc le zentangle, c'est une technique bien précise, donc là qui utilise le crayon de papier ou crayon gris, selon les régions comme on l'appelle, et un feutre fin, très fin, et un petit carré qui fait 9 par 9 cm dans lequel on va dessiner des tangles. Donc en fait on va partir, c'est un dessin centré dans le sens où dans ce petit carré on va mettre 4 points à des endroits, 4 points qu'on va relier
par un trait qui peut être soit droit, soit courbe, vraiment. On va laisser ce qu'on a envie de faire. Et dans ce carré, à l'intérieur du carré, enfin dans cette forme à l'intérieur du carré qu'on aura délimité par 4 points, on va redessiner une autre courbe à l'intérieur qui s'appelle la ficelle. Et cette ficelle, on va la laisser se dessiner de façon sous forme de courbe, ou pas, ça peut être aussi des droites. Et le fait d'avoir cette première courbe plus cette ficelle, on va définir des espaces. Bonjour Véronique! On va avoir défini des espaces. Et dans ces espaces, on va dessiner ce que l'on appelle des tangles. Et des tangles, il y en a une quantité définie incroyable. Et c'est quelque chose qui a été breveté. Donc chaque tangle apporte un nom et une façon de le dessiner bien précise. Mais là, en art-thérapie, on peut aussi, soit on le fait de façon précise en respectant bien ce qu'est le Zentangle, soit on peut utiliser ces motifs et les faire à notre façon. Mais en tout cas, l'idée, c'est de reproduire ces tangles dans chacune des cases. On peut utiliser 1, 2 ou 3 tangles sur l'ensemble du carré. Mais voilà, l'idée, c'est ça, c'est de dessiner du coup ces tangles de façon précise. Et chaque Zentangle va être unique. Parce que même si on utilise tous le même tangle, tous le même nombre de tangles et tout ça, on n'aura pas chacun n'aura pas réalisé la même forme entre sa ficelle et sa courbe du départ. Donc en fait, c'est vraiment des dessins uniques et authentiques de chacun. Et donc, qu'est-ce que le Zedia? Le Zedia, ça va être l'art inspiré du Zentangle. C'est-à-dire que comme le Zentangle, il est en noir et blanc, au crayon et au stylo, au feutre noir bien précis, dans un carré. L'art inspiré du Zentangle, donc Zedia, on va sortir du cadre. On va peut-être ajouter de la couleur. On va peut-être dessiner autre chose que des tangles, c'est-à-dire qu'on va partir d'un tangle, mais on peut dessiner d'autres choses. On peut, sortir du carré et arriver avec d'autres motifs, tout ça. Et donc là, ça va s'appeler l'art inspiré du Zentangle, parce que on utilise des tangles, mais quelque part, on s'en écarte. À partir du moment où on met de la couleur, à partir du moment où on met autre chose qu'un tangle, on sort de ce cadre, ou même si on utilise un triangle ou un cercle ou sur une feuille autre, on n'est plus dans le Zentangle, on est dans le Zedia. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant comme dessin centré parce que vraiment, on va se concentrer sur la précision du dessin pour réaliser vraiment les tangles de façon bien précise. Et ça, c'est intéressant pour décrocher le mental. Et ça a l'avantage d'être joli, le Zentangle. Donc, comme je le dis, c'est pas le but en art-thérapie, mais les personnes qui ont quand même cette envie de créer quelque chose d'agréable à regarder, le Zentangle ou le Zedia peut être intéressant en ce sens. Après, dans le dessin centré, donc il y a le coloriage. Donc dans le coloriage, on peut partir du mandala du départ. Donc soit on a réalisé son propre mandala et on vient le colorier par la suite, soit on utilise un mandala qui est déjà réalisé, où il y a beaucoup de motifs aujourd'hui sur Internet, de motifs à imprimer que l'on peut colorier. Et le coloriage en lui-même, c'est vraiment aussi un moment de détente, un moment où on va spontanément choisir ses couleurs, ou au contraire choisir ses couleurs de façon bien précise parce qu'on a anticipé qu'on veut telle couleur à tel endroit pour faire ressortir le motif ou autre. Et le coloriage en lui-même donc, correspond à du dessin centré. On est centré sur ce qu'on est en train de faire, on est concentré. En fait, le dessin centré, voilà, on est concentré vraiment sur ce que l'on est en train de faire. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'instant présent et on fait appel à l'inconscient. On n'est plus... on est dans le conscient, mais le fait d'être tellement concentré, on fait appel aussi à notre inconscient qui lâche en fait. Voilà, c'est ça, l'esprit va lâcher. Alors, Véronique, tu es toute seule, mais est-ce que tu as déjà essayé le dessin centré, que ce soit le mandala, que ce soit le Zentangle ou Zedia, ou le coloriage, je pense, au moins le coloriage, mais en tant qu'adulte, est-ce qu'aujourd'hui tu utilises un des trois? Ou les trois, ou seulement 2 sur 3, voilà, si tu veux partager, tu peux. Si tu n'en as pas envie, il n'y a pas de souci. Donc après le dessin centré, il va y avoir le dessin, ce que je vais appeler le dessin spontané. Donc dans le dessin spontané ou intuitif, j'ai envie de dire ça plus intuitif, moi j'aime bien aussi utiliser ça. Il va être vraiment libérateur parce que là pour le coup on ne fait pas du tout appel au mental.
Donc du coup, tu adores le coloriage. Bah, c'est vrai que le coloriage, moi, c'est sympa. Il y a tellement de choix de couleurs. Aussi bien, on peut partir dans les pastels, dans les couleurs très vives. On peut faire des mélanges. On peut, voilà, utiliser aussi avec le coloriage selon les couleurs, avoir des effets de reflet, de relief. Dans le Zedia ou le Zentangle, on l'utilise aussi cette notion de relief. On vient aussi au crayon gris avec une estompe, faire des reliefs tout autour des tangles. C'est assez sympa et joli à utiliser. Donc le coloriage, c'est sympa, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Ça permet vraiment de lâcher prise. Et donc le dessin spontané, donc du coup on va laisser place donc à l'improvisation, au côté spontané. Là on n'est pas dans le centré, on est vraiment dans quelque chose qui est libérateur et qui va lâcher. On dessine ce qu'on a envie de dessiner. Et on peut du coup varier la façon de dessiner spontanément en utilisant par exemple une seule main, ou les deux mains, ou la main directrice, ou la main au contraire qui n'est pas directrice. On peut changer les médiums. On peut être dans le feutre, dans la craie grasse, dans la craie sèche, dans la peinture. Voilà, le dessin spontané, on peut venir utiliser tout ce qui nous vient sous la main. Et on peut utiliser l'associer, bien sûr, pour que ce soit quelque part quelque chose qui inspire, qui invite au lâcher prise encore plus. On peut utiliser du coup la respiration en même temps et être à l'écoute de ses émotions, de ce que l'on a envie d'exprimer. Et moi, c'est vraiment ça que j'utilise beaucoup. Coucou Karine, j'utilise beaucoup le dessin spontané intuitif pour ça. C'est que en ce qui me concerne, ça me permet vraiment d'exprimer mes émotions, de les lâcher. Spontanément, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Spontanément, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Est-ce que je suis dans la colère? Est-ce que je suis au contraire dans le calme, la douceur? Et bien du coup, le dessin réalisé n'aura pas du tout la même apparence parce que comme c'est spontané, et ben notre émotion elle est spontanée, elle est là. Et du coup le dessin, le résultat du dessin, il va être complètement différent en fonction de nos humeurs. Et c'est ça qui me plaît, moi c'est ça que j'aimerais bien vous transmettre, c'est que dans ce dessin spontané, et ben on exprime vraiment ses émotions, on lâche. Voilà, c'est là tout de suite j'ai envie de faire des gestes durs, francs, droits et tout. Je suis énervée, je suis en colère, ok. Je dessine, je choisis les couleurs qui me viennent en fonction de mon humeur. Je choisis les gestes, enfin je les choisis pas finalement, mais c'est instinctivement. On va avoir des gestes qui, vous voyez, quand ma façon de parler, si j'exprime la colère ou la frustration, des choses comme ça, je vais être dans des gestes un peu vifs comme ça. Donc le résultat de mon dessin va peut-être avoir des choses plus vives, des choses peut-être pointues ou des rayures, des choses, voilà. Alors qu'au contraire, si je suis dans l'amour, dans la douceur, dans la délicatesse. Vous voyez déjà rien que la façon de parler, les gestes que j'emploie, vous voyez que je suis plus dans des courbes, je suis plus dans de la douceur. Je vais peut-être utiliser spontanément, en tout cas moi là ce qui me vient à l'esprit, ça va être plus des couleurs pastel, des couleurs douces, des couleurs qui me sont agréables, qui vont me plaire, qui vont être dynamiques, joyeuses, positives, qui vont m'inspirer du coup du bonheur. Alors que peut-être quand je suis dans la frustration ou la colère, je vais peut-être utiliser du noir, du rouge, du gris, des couleurs qui vont être plus vives, plus sombres. Pourquoi pas? Après, pour d'autres personnes, peut-être que moi, par exemple, le vert va m'évoquer quelque chose de pétillant, de joyeux, d'agréable. Pour moi, c'est l'espoir, c'est plein de choses positives. Ça me fait penser au trèfle à quatre feuilles. Et pour d'autres, ça va être une couleur qui va être au contraire désagréable, qui va leur déplaire, et vont utiliser peut-être le vert dans un moment de frustration. Ça va être vraiment propre à chacune. Et donc ce côté intuitif, c'est ce que j'aime, c'est que dans les couleurs que l'on va choisir, dans les gestes que l'on va exercer, eh bien on n'aura pas du tout le même résultat. Mais ça va faire vraiment ressortir nos émotions, faire appel à notre inconscient. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc comment on va pouvoir exprimer ce dessin spontané ou intuitif? Eh bien on peut utiliser le gribouillage, les gribouillis. Et oui, nous sommes des adultes, mais nous sommes aussi des enfants à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment ce côté enfantin qu'on va aller découvrir avec l'art-thérapie et les gribouillages. Donc quand on gribouille, pareil, voilà, ça va être un peu ce que je vous disais juste avant, puisque je vais exprimer le dessin spontané, mais dans le gribouillage, un gribouillage, il ne va pas être réalisé de la même façon selon nos humeurs. Il ne va pas faire ressortir les mêmes choses selon nos humeurs. Même si on utilise la même couleur, le gribouillage serait un peu différent. Et à l'intérieur d'un gribouillage, on peut faire apparaître plein de choses que notre inconscient nous aura dictées. Et ça, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Donc, lors d'un gribouillage, du coup, il peut se passer plein de choses et faire ressortir d'autres choses de ça. Soit il va venir des mots, des images, ça va faire ressortir quelque chose et nous inviter à un deuxième dessin qui là peut-être va nous permettre de nous exprimer différemment.
Alors, est-ce que vous gribouillez les filles aujourd'hui? Est-ce que en tant qu'adulte vous gribouillez? Euh, Donc du coup j'en ai parlé voilà aussi je disais avec des couleurs voilà selon les couleurs le dessin spontané ou intuitif. Donc il va y avoir les gribouillages mais on peut aussi partir dans le dessin spontané ou intuitif, on peut partir simplement d'une couleur. J'ai un décalage avec vous les filles du coup. Oui, ça m'arrive, dit Karine. Donc ça t'arrive encore de colorier, de gribouiller, pardon. J'ai un petit décalage. Ça m'aide parfois à la concentration. Voilà, le gribouillage. En fait, pendant qu'on gribouille, ben, on pense pas à autre chose. On pense à ce qu'on est en train de faire. On pense qu'on est en train de gribouiller. Et limite, on est en train de penser, mais c'est ridicule de gribouiller à mon âge. Mais même ça, c'est instructif et c'est libérateur. Ça fait du bien. Toi, tu gribouilles pas, Véronique. Donc du coup, après le gribouillage, donc il y a les couleurs. Donc dans le dessin spontané intuitif, il va y avoir les couleurs. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends que euh, juste avec le gribouillage, en fait, on va partir d'une courbe, d'une ligne, de quelque chose, d'un dessin quelque part. Alors que si on part des couleurs, là, ça va être des gestes différents. Parce qu'à ce moment-là, moi, si je pars de la couleur, je vais pas partir forcément d'un feutre ou d'un stylo ou autre. Je vais partir vraiment d'un médium différent. Je vais partir de la craie-sèche, je vais partir avec la peinture. Et c'est le fait d'étaler la couleur dans ce dessin spontané intuitif. Voilà, on va faire apparaître aussi des choses différentes et on va faire appel à quelque chose de plus comment on dit, de plus consistant en fait par rapport à une ligne qui a à travers un gribouillis. Ça t'aide à te vider la tête et à préparer tes ateliers. Et oui, ça fait du bien. On lâche prise vraiment. Et moi, je lâche d'autant plus prise avec cette histoire de couleur. C'est-à-dire que je pars d'une couleur, hop, je mets à plat des couleurs sur ma feuille. Et là, voilà, ça me fait ressortir une émotion. Ou alors c'est parce que mon émotion m'aura fait déposer ces couleurs de cette façon. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui se passe sur le fait après de voir le résultat sur sa feuille. Alors des fois on est déçu, on se dit oh, bon, ça m'inspire rien du tout et au contraire il y a d'autres fois où on se dit ah ça fait du bien, ça m'a fait ressortir telle émotion, ces couleurs entre elles s'harmonisent ou au contraire ces couleurs elles s'harmonisent pas mais qu'est-ce que ça me fait ressortir en moi, qu'est-ce que ça m'évoque, pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que je ressens. À partir d'une couleur il peut se passer plein de choses aussi de super intéressantes. Donc dans le dessin intuitif et spontané, ce qui peut être rigolo d'utiliser, c'est un minuteur. C'est-à-dire qu'avec un minuteur, eh bien, enfin, dans le dessin spontané, mais du coup là, ça va être plus avec le stylo, avec le gribouillage ou autre, de dessiner rapidement quelque chose. Donc si on a un minuteur sur 30 secondes, ou 10 secondes, ou 1 minute, ou 5 minutes, on va pas du tout les dessiner la même chose. Dans la précipitation des 5 secondes, 10 secondes, on va dessiner quelque chose de complètement différent que si on cherche à aller sur un minuteur de 5 minutes, par exemple. 5 minutes, on va peut-être partir de quelque chose de spontané, mais on va aller dans le détail. On va chercher à aller dans le détail. Alors que si on est sur 30 secondes, là, on est de la première... qu'est-ce qui me vient en 5 secondes? Tac, tout de suite, qu'est-ce que je dessine? Voilà, je vais à l'essentiel. Et vraiment, on a des dessins, par exemple, si j'avais fait l'exercice, moi, quand j'étais à l'école d'architecture, de dessiner ma main, et elle n'avait pas du tout le même résultat, forcément, entre un dessin de 5 secondes qu'un dessin de 30 secondes et d'un dessin d'1 minute. Les détails, la précision, c'était vraiment complètement différent. Et le fait et finalement, je m'étais dit en 5 secondes, jamais j'aurai le temps de dessiner ma main, ou ce sera ridicule, ou machin. Mais finalement, en fait, ça aide dans la beauté du geste. En fait, le geste est tellement différent. Quelqu'un, moi qui était vraiment dans le dessin très précis, on va parler après, qui est dans le dessin précis, j'aimais vraiment réussir à dessiner le plus précisément possible, que ce soit le plus réaliste possible. Et finalement, j'avais un trait de dessin qui n'était pas forcément joli, pas agréable, même si j'arrivais à dessiner la main, on reconnaissait la main. Mais ça n'avait rien à voir avec ce dessin spontané avec le minuteur à 5 secondes. En 5 secondes, voilà, je dois dessiner une main. Il y a une liberté de courbe, une liberté de dessin qu'on n'a pas dans le dessin vraiment précis. Et ça, c'est très intéressant à utiliser aussi. Donc pour lâcher prise. Allez, voilà, je lâche prise en 5 secondes. Qu'est-ce que je dessine en 5 secondes? Donc on a vu le dessin... je suis perdue. On a vu le dessin centré, on a vu le dessin spontané.
Et bien là, j'ai envie de vous parler du dessin abstrait. Donc c'est un peu ce que je viens de dire avec les couleurs ou autres, mais en fait c'est la façon de dessiner. Mais le dessin abstrait, il correspond pour moi donc du coup au dessin intuitif, mais il peut être aussi très réfléchi. C'est-à-dire que dans ce dessin abstrait, on peut ne pas vouloir dessiner quelque chose de concret, de précis, mais pour autant comment dire, le préméditer dans sa tête, savoir exactement où est-ce qu'on va poser telle couleur, telle courbe, telle chose. C'est abstrait, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître ce que c'est, mais pour autant, on va être quand même dans quelque chose de concret, de précis, de réfléchi. Euh, Vraiment, le côté abstrait, c'est aussi ce que je préfère le plus, parce que dans le côté abstrait, en fait, soit on prémédite pas les choses, soit au contraire, on va se dire, ok, je veux que ça ressemble à ça, mais personne va pouvoir l'identifier. Et il y a un côté sympa comme ça. Et du coup, il y a un certain lâcher prise aussi, parce que on on n'est pas dans quelque chose de on n'est pas dans l'attente forcément d'un résultat. Le dessin abstrait, puisque c'est abstrait comme son nom l'indique, même si on ne va pas représenter quelque chose de précis, y a pas, comme on ne représente pas quelque chose de précis, on n'a pas de notion de résultat. Et cette idée dans l'art-thérapie, c'est super, c'est que on n'a pas cette notion de résultat, c'est vraiment le processus. Et du coup, dans ce dessin abstrait qui va être intuitif, on est vraiment dans quelque chose de libérateur. On sait que on n'est pas d'objet de résultat, on n'est pas obligé d'avoir un résultat. Et du coup, on peut se laisser aller complètement, on peut réaliser complètement ce qu'on veut. Et si on est dans quelque chose de réfléchi, on peut réfléchir à la forme plus ou moins qu'on veut obtenir, mais on va être quand même dans quelque chose de libéré parce qu'il y a ce côté abstrait. Moi, j'aime beaucoup ça. Et du coup, on va poser des couleurs, on va choisir telle association, on va quand même être un peu dans la réflexion, mais on est dans le lâcher prise parce que pendant qu'on dessine et qu'on réalise ce dessin abstrait, dans tous les dessins du coup que je vais évoquer, on va être dans quelque chose de libérateur parce que on on n'est pas dans le, on n'est pas, comment dire, coucou Hélène, on n'est pas dans quelque chose qui nous condamne au niveau de l'esprit, du mental. Parce que quand on est dans tous ces dessins-là, c'est vraiment le but, c'est de lâcher, quoi. On est dans le but de lâcher le mental, de lâcher une tâche qui était compliquée, qui nous déplaisait. On est vraiment là, du coup, dans ce dessin abstrait ou de ce dessin précis ou pas. euh, dans le dessin centré, on est quand même tout ça, on est dans du lâcher prise, vraiment, et c'est vraiment en ça que l'art-thérapie nous invite. On est dans ce lâcher prise qui va nous permettre de faire appel à notre inconscient. Et donc dans ce dessin abstrait, c'est vraiment ça que j'aime, c'est que pour moi, on est davantage encore dans ce lâcher prise. Et du coup, on va se rendre compte que notre inconscient nous aura fait spontanément choisir telle couleur, telle forme, telle ligne, qu'on va les poser d'une telle façon. Et finalement, ce n'est pas un hasard. Si on est dans le côté intuitif de ce dessin abstrait, il y a pas, on laisse faire le hasard, mais quelque part, il n'y a pas de hasard. On n'a pas choisi telle couleur pour rien. On n'a pas mis cette couleur à côté de telle autre couleur pour rien. On a voulu ressortir quelque chose. Ou à la fin, globalement, notre dessin, il y a quelque chose de pétillant, ou au contraire quelque chose de triste, ou quelque chose de dur, ou quelque chose de souple, en fonction de nos émotions. Donc vraiment, ce dessin abstrait, en fonction des couleurs, de la façon de les poser, des gestes utilisés, et ben finalement, il fait appel à beaucoup de choses. Il fait appel à beaucoup, beaucoup de choses. Donc du coup, dans ce dessin abstrait, donc voilà, il va peut-être y avoir des formes, des symboles qui vont apparaître, et vous allez peut-être vous rendre compte que finalement, avec plusieurs dessins abstraits faits des jours différents ou des heures différentes, et ben vous allez peut-être reproduire le même schéma. Ah bah tiens, là, pourquoi je reproduis tel schéma? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je dessine toujours des cercles? Pourquoi est-ce que je dessine toujours une forme qui ressemble à un papillon? Mais pourtant, je voulais pas dessiner un papillon, mais ça m'évoque le papillon. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je me rends compte que j'utilise toujours la couleur orange. Qu'est-ce que signifie la couleur orange pour moi?
Vous voyez, en fait, à travers de l'abstrait, on va identifier des choses répétitives, des couleurs qui reviennent. Est-ce que c'est simplement parce que j'aime cette couleur ou est-ce que c'est qu'en ce moment, cette couleur, elle signifie quelque chose pour moi et qu'elle représente finalement quelque chose pour moi inconsciemment, mais que je vais faire révéler, émerger au conscient. Pourquoi je dessine toujours ça? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la pratique, du coup, après plus régulière du dessin abstrait ou de l'art-thérapie, eh bien, on va avoir cette émergence de motifs, de traits, de formes qui va apparaître. Et peut-être qu'on va se rendre compte aussi que finalement, bah, c'est plus lié à une émotion qu'à une forme. C'est-à-dire que, ah bah, en fin de compte, j'ai dessiné la même forme, mais j'ai pas utilisé les mêmes couleurs. Est-ce que c'est parce que j'avais telle émotion ou est-ce que... Qu'est-ce qui a fait que ce jour-là j'ai choisi le orange, mais la même forme? Qu'est-ce qui fait que ce jour-là j'ai choisi encore la courbe, mais par contre j'ai choisi une autre couleur? Qu'est-ce que la courbe évoque pour moi? Est-ce qu'elle correspond à une émotion ou est-ce que c'est la couleur qui correspond à l'émotion? On va pouvoir peut-être essayer d'identifier tout ça. On va se poser des questions sur les messages que finalement ces couleurs, ces courbes, ces formes, ces symboles peuvent avoir pour nous. Et donc après, le dernier type ou style de dessin que j'ai pu identifier, c'est le dessin réaliste. Donc le dessin réaliste, donc c'est différent du dessin précis ou centré comme le Zentangle, le mandala et autres. Le dessin réaliste, c'est vraiment plus ce que vous pouvez avoir en tête vous, que vous connaissez. Je vais chercher à représenter telle plante. Donc je vais chercher à représenter exactement cette feuille comme la même forme, la plus précisément possible, avec vraiment, je vais utiliser le vert parce que cette feuille elle est verte, donc je vais utiliser le vert foncé, je vais utiliser le vert plus clair parce qu'au centre c'est un peu plus clair, il va y avoir des petites nervures, donc je vais chercher à représenter les nervures, je vais vraiment chercher à ce que le dessin de cette feuille soit reconnaissable, le plus réaliste possible, le plus identifiable possible pour quelqu'un d'autre. Pour soi, mais pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que quand on va montrer son dessin à quelqu'un, il va dire « Ah bah oui, c'est une feuille ». Ah, et qu'est-ce que tu l'as bien réalisé? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle est précise, elle est vraiment très réaliste. Donc le dessin réaliste, c'est ça. Donc Hélène, tu me dis tout ce que je dis te parle bien. Bah, j'espère. J'espère bien. Mais en tout cas, j'espère surtout que ça vous sert. Donc voilà, le dessin réaliste, on ne va pas être du tout dans les mêmes dimensions que l'abstrait ou que le dessin centré. Ça va être pour autant un dessin centré aussi parce qu'on va être vraiment concentré et centré sur ce qu'on est en train de réaliser. On va chercher à le faire de façon la plus précise possible. Donc ça correspond à un dessin centré. Du coup, dans ce dessin réaliste, en quoi ça va nous servir en art-thérapie au niveau des émotions? Là, ça va nous servir peut-être à représenter quelque chose que l'on a rêvé peut-être pendant la nuit, à représenter quelque chose qu'on imagine ou quelque chose auquel on pense souvent, qui vient régulièrement. Donc on va chercher à le dessiner et à être le plus précis possible pour me dire mais qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi dans mon rêve je pense toujours, je rêve toujours, je sais pas moi. Tiens, cette nuit moi j'ai rêvé d'un cerf, éventuellement je pourrais dessiner un cerf. Et décider de me souvenir de son regard, de comment il a son attitude, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu le plus précisément possible et qu'est-ce que ce cerf m'évoque. Le fait de le dessiner, ça va le concrétiser et plus on va être précis et plus on va le matérialiser quelque part. Mais on peut très bien le dessiner, tout comme avant, de façon abstraite. On sait que c'est un cerf dans notre tête, mais comme on ne sait pas trop bien dessiner, eh ben on va se servir du côté abstrait. Donc on va peut-être utiliser des marrons, on va peut-être utiliser des formes schématiques qui vont nous permettre de le dessiner. En fait, le dessin réaliste, on va dire qu'il est plus pour les personnes voilà, qui savent bien dessiner, qui ont déjà une pratique de dessin, qui vont leur permettre d'aller au bout des choses et d'affiner en fait ses ressentis, d'affiner son regard sur les choses et du coup d'affiner quelque part sa connexion à tout ce qui va l'entourer. Parce que le fait de vouloir dessiner le plus précisément possible, et on va s'obliger quelque part dans notre quotidien à observer le monde de façon la plus précise possible et à voir des détails que l'on n'aurait pas vus autrement. Donc ce dessin réaliste, il est très intéressant pour ça. On va aller chercher le détail, on va chercher à représenter le plus précisément possible ce que ça peut nous créer comme émotion. Peut-être à travers ce cercle, je sais pas, qu'est-ce qui me vient dans ce cercle? Ça peut être peut-être juste dessiner son œil, son regard,
son regard m'a frappé, ou est-ce qu'au contraire je vais dessiner juste la forme du cerf parce qu'il était un peu loin, donc je sais pas trop le dessiner précisément, mais peut-être commencer par quelque chose d'abstrait et petit à petit aller vers du réalisme, donc le dessiner peut-être en plusieurs fois, ou commencer par l'abstrait et le plus petit à petit le dessiner de façon la plus réaliste possible. Karine, vu mon coup de crayon, vaut mieux que je me tienne à l'abstrait. Et oui, mais peu importe, parce qu'il n'y a pas d'importance dans le fait de savoir dessiner ou non dans l'art-thérapie. Après, si on sait bien dessiner, ça va être encore plus, ça va être plus agréable, mais quelque part, c'est pas ce que je vais rechercher dans l'art-thérapie. Quelque part, je m'en fiche de bien savoir dessiner ou pas, et je pense que c'est même plus intéressant quand on sait pas dessiner, parce que on va être plus dans l'instinct, dans l'intuitif. Que quelqu'un qui sait dessiner, bah, il va peut-être chercher justement à savoir bien dessiner. Que c'est pas l'objectif de l'art-thérapie, puisque l'objectif c'est vraiment ce cheminement. Et quand on sait pas dessiner, on est plus, je pense qu'on fait plus appel à l'inconscient justement, parce qu'on est moins dans le mental de bien savoir dessiner. Et du coup, je pense que c'est plus intéressant et qu'on va faire ressortir plus de choses. On va faire ressortir plus de choses. Je pense que c'est mieux. Et après, donc j'avais évoqué le dessin humoristique. Pourquoi le dessin humoristique? Parce que, comme je vous ai parlé la fois précédente de l'écriture, j'avais évoqué l'idée d'un peu de la bande dessinée où il y a deux personnes qui se parlent. Au niveau de l'écrit, ça va être moi je m'appelle machin et moi je m'appelle truc. Mais là, on va le dessiner, on peut le dessiner sous forme de bulles, sous forme de petits personnages qui vont échanger entre eux. Et du coup, ça va aider du coup à créer la discussion, l'échange, parce que c'est les petits personnages que l'on va dessiner vont nous encourager à avoir cette discussion, cet échange entre ces deux personnes et à libérer du coup peut-être des mots, des non-dits qu'on n'aura pas dit autrement. Et peut-être que juste de l'écrire comme ça, il y a des personnes ça va pas être suffisant, mais le passer par le dessin, avec un petit dessin avec une bulle, comme s'il parlait, peut aider à faire venir l'écriture, peut aider à faire venir ce non-dit inconscient qui va réussir à ressortir, rejaillir à travers ce côté BD. Manga ou voilà, faire appel à plus ce côté-là. Donc il y avait ce dessin-là qu'on peut utiliser. Donc voilà un peu tout ce que je voulais vous dire. Donc je suis passée par le dessin centré avec le mandala, le Zentangle, le Zedia, le coloriage, puis le dessin spontané avec le gribouillis, partir des couleurs ou utiliser un minuteur, ou encore le dessin abstrait qui va se baser sur le dessin spontané avec les formes, les symboles. Et enfin, le dessin réaliste qui est plus précis, qui va plutôt faire écho au dessin centré comme le mandala, le Zentangle, le coloriage, mais qui va être encore différent. Différent parce que voilà, c'est plus le côté dessin, purement dessin comme on l'appelle, mais qui va être c'est celui qui va être le moins utilisé finalement en art-thérapie. Et enfin, le dessin BD, humoristique, manga, qui va inciter du coup à créer l'échange avec l'écriture en plus comme médium. Voilà, donc à travers tous ces dessins, donc on va avoir du coup les crayons de couleur pour le coloriage, on va avoir les feutres, les stylos très précis, on va avoir les craies sèches, les craies grasses, la peinture. Vraiment, avec le dessin, on peut faire appel à beaucoup de médiums et c'est en ça que c'est super intéressant. Et donc, avec tous ces médiums-là, on a de quoi exprimer nos émotions et à choisir notre façon de les exprimer, ce qui nous correspond le mieux. Moi, c'est pas parce que pour moi, le dessin abstrait ou spontané me correspond que ça vous correspond à vous. Mais en tout cas, je pense que c'est, à mon sens, le plus libérateur et le plus facile à utiliser, en tout cas surtout quand on démarre et qu'on ne sait pas dessiner, et y associer. Moi, c'est ce que j'aime faire. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'écriture l'autre jour. J'aime l'associer à l'écriture. Moi, personnellement, je pars d'un dessin abstrait qui me conduit à l'écriture ou je pars de l'écriture qui m'emmène à la couleur, à l'abstrait et tout ça. Et l'association des deux fait que j'arrive à faire appel à mon inconscient et que je peux identifier du coup ces messages cachés, exprimer mes émotions, à faire appel à mon côté libérateur et inconscient. Et j'aime beaucoup faire ça. Et j'aimerais beaucoup vous inciter à le faire aussi, vous encourager à le faire et faire en sorte que vous aussi, vous puissiez libérer, exprimer vos émotions. Alors oui, ça résout pas tous les problèmes. En ce moment, moi, j'ai beaucoup de difficultés au niveau émotionnel. Je vais pas le cacher, c'est pas parce que je suis art thérapeute et que je sais exprimer mes émotions que pour autant ça marche jusqu'au bout. Mais en tout cas, si je n'utilisais pas, ce qui est sûr, voilà, c'est si je n'utilisais pas mes exercices d'art thérapie, de dessin abstrait ou autre,
pour exprimer ces émotions autres, eh ben, je serais incapable aujourd'hui de vous parler. Parce que mes émotions, elles m'auraient dépassé, elles auraient pris le dessus. Oui, j'ai mes moments d'oppression, et ben voilà, ça, je vais l'exprimer. J'ai mes moments où je me sens bien, je vais l'exprimer. Mais vous voyez, par exemple, ce matin, j'étais oppressée, j'étais stressée, j'étais pas très bien. Eh bien, j'ai fait appel à mes exercices, je me suis lâchée, et hop, vous voyez, devant vous, je suis bien, et j'ai tellement de plaisir à vous parler et vous partager tout ça. Eh bien, je te souhaite un bon appétit, une bonne journée, Hélène. Et de toute façon, j'arrive à la fin. Voilà, c'était mon petit speech final parce que j'aime tellement vous dire que je suis contente de vous partager ça, que moi aussi je suis humaine et que si justement je fais appel à l'art-thérapie pour gérer mes émotions et que je fais appel dans ce groupe aux femmes hypersensibles, c'est parce que moi-même je suis une femme hypersensible et donc je ne vais pas vous dire que je suis au top du top du top tout le temps. Ce serait mentir. Ce serait mentir. Donc, oui, en ce moment, je vis des émotions un peu bouleversantes. J'ai des choses qui me tiraillent. Est-ce que c'est la fin d'année? C'est Noël? C'est plein de choses. Et pour autant, j'exprime tout ça. Je les libère. Je fais en sorte que ça s'accroche pas à moi. Voilà, je fais en sorte que ça reste pas en moi. Comme je vous l'avais dit une fois avec la naturopathie, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et je vous invite vraiment à vous exprimer, à faire ressortir tout ça, à lâcher tout ça. Si vraiment là j'exprimais pas tout ce que je ressens par écrit, par des dessins, par tout ce qui me vient spontanément, de façon abstraite ou centrée ou pas, eh bien je pense qu'aujourd'hui je serais incapable de vous parler devant cette caméra. Je serais incapable de vous partager tout ça. Et ce serait bien dommage. Donc voilà, je tiens vraiment à vous dire que voilà, c'est normal d'être angoissé, c'est normal d'être stressé, c'est normal d'avoir ces émotions, etc. Mais ne pas les garder en vous, ne pas les laisser vous envahir, vous oppresser. Faut pas les laisser s'installer. Et rien n'empêche, en plus de ça, de faire appel à d'autres personnes aussi. Moi, ça m'arrive de temps en temps où l'art-thérapie n'est pas suffisante, où ça va être vraiment libérateur, mais il y a des fois quelque chose d'encore plus profond, plus loin. Et puis, comme tout thérapeute, chaque thérapeute est suivi par un thérapeute, comme un coach est suivi par un coach. Donc moi aussi, parfois, j'ai besoin de me faire aider. Et il n'y a aucun mal à ça. Donc n'ayez pas peur de vous faire aider. Laissez-vous vous faire aider aussi. C'est important. Donc je suis là pour ça, pour vous aider dans un premier temps. Voilà. Vous aider à faire en sorte d'avoir des clés, des techniques dans votre vie au quotidien pour vraiment libérer ces émotions et faire en sorte d'aligner. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous et de vos émotions. À bientôt.